Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Comme à l'habitude, directement du Mont-Saint-Hilaire sur la rive sud de Montréal au Québec, Canada, voici le Vidéorandia du samedi 12 février 2022 pour le Vidéorandia numéro 7, à quelques jours de la Saint-Valentin et la veille du Super Bowl. Conception, animation et montage Richard Glenn, les hôtellistes du Nouveau Monde, notre invité M. Martin Yantapolczynski, docteur en sciences. Une image qui fait beaucoup parler. Oui, y a-t-il un conseiller derrière Chi? Parce que lui est spécialiste du jeu de Go, mais moins du jeu d'échecs, comme son adversaire Joe Biden. Ne manquez pas d'aller regarder et lire le complément surprenant de Gilles Surprenant qui contient beaucoup d'informations exactes en rapport avec le contenu de notre rencontre aujourd'hui. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Spirale. Et le créateur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Bonne écoute. Devant une boulangerie. Ben oui, pour ce Vidéorandia numéro 7, je vais vous demander peut-être un peu pourquoi. Le Pain dans les voiles, qui est une boulangerie incontournable à Mont-Saint-Hilaire, comme vous l'avez vu, est juste devant la montagne, ou presque. Et oui, le parallèle à faire avec le Super Bowl, le Pain dans les voiles, et on va parler des jeux aujourd'hui avec M. Martin Yantapolczynski, tel que promis, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. En effet, il y a un lien à faire avec le pain et les jeux. Ah, vous venez de comprendre, à l'époque des Romains, on disait du pain et des jeux. Pour le petit peuple, on lui donne du pain et des jeux, puis il va se tenir tranquille. Je pense même à cette manifestation du convoi des camionneurs, vous savez, qui sont allés à Ottawa. Ça fait presque boule de neige, on peut dire, puisqu'on est encore en hiver, à travers le monde. Mais encore là, ils suivent la maxime du pain et des jeux. Alors qu'on sait très bien que les camionneurs représentent un peu le petit peuple, ceux qui ne sont pas en pouvoir, sauf en tant que serviteurs, transporter les biens, les biens de consommation, les biens alimentaires surtout, hein, on en aurait besoin. Alors tout ça se joue actuellement. Et quand je dis se joue, je fais encore référence à du pain et des jeux, ben oui. Alors ces camionneurs-là, qu'est-ce qu'ils font à Ottawa depuis à peu près 2 semaines, là? Bientôt la 3e semaine. Tourne par là, Geneviève, on va voir le Mont-Saint-Hilaire, parce qu'on est vraiment bien, comme à l'habitude, au Mont-Saint-Hilaire. Ben, on sait qu'ils jouent au jeu de hockey. Oui, en avant de leur camion, dans les rues, là, où ils ont mobilisé leur véhicule, ils jouent au hockey. Du pain et des jeux. Et ils mangent de la pizza. Et qui dit pizza dit évidemment une pâte à pain sur laquelle on met des tomates, du fromage et d'autres ingrédients selon les goûts. Aujourd'hui, avec M. Polczynski, c'est une étrange démission que je vous propose. Parce qu'en fait, quel est le lien à faire entre les jeux et la société d'aujourd'hui? Là, vous me voyez devant une boulangerie et à la fin de l'émission, je serai devant une salle de spectacle, une place des arts. Il y a un lien encore à faire avec. Parce que les jeux, ça détend, ça nous ramène à notre enfance. On a l'impression de retrouver notre cœur d'enfant quand on joue. Que ce soit au jeu de tic-tac-toe avec un plus jeune, c'est un jeu tellement simple à expliquer à un enfant. Le tic-tac-toe, il y a maintenant des jeux de tic-tac-toe 3 dimensions, hein, avec des petites boules dans 3 étages. Je vous laisse là-dessus parce que sur la fin de l'émission, on aura des choses à se dire qui sont importantes. Vous savez que les Jeux olympiques se déroulent actuellement, les Jeux olympiques en Chine, et qu'en 2014, ça a été presque le bord d'une déclaration de guerre mondiale entre Poutine et les Américains. Juste parce qu'il y a eu une forme de tricherie de la part de l'équipe américaine en faisant croire que le but avait été sorti de ses gonds. C'est possible, mais pourquoi on n'avait pas arrêté le jeu? Dès qu'on sort le but des gonds, le filet, dès qu'il sort de ses gonds, là, de l'ancrage, on est censé arrêter la partie. Ça n'avait pas été fait, mais le Russe avait réussi à scorer dans le but des Américains. Et là, on dévoile que, ou on déclare que le but n'était pas dans son ancrage.
Et Poutine l'a vraiment pris personnel. Et on va en entendre parler dans l'émission avec M. Polchanski. Comme vous voyez, il y a plusieurs éléments qu'on va aborder avec les jeux. Alors, amusez-vous bien à regarder ce Vidéorandia numéro 7. Bonjour. Enchanté. Bonjour, Monsieur Glenn, et c'est un grand honneur pour moi. Ah ben pour nous aussi. J'ai songé à m'inviter. Ah mais si vous saviez, j'ai répertorié dans ma tête qui pourrait nous parler des jeux. Ben, il n'y a pas personne de plus qualifié que vous que je connaisse. Il y a des gens qui sont très qualifiés pour nous parler d'un jeu, le jeu d'échecs. Bon, on va passer des heures à parler du jeu d'échecs, puis des techniques, puis tout ça. Mais vous avez une vision globale du jeu. Et c'est vrai que vous êtes un créateur de jeux? Oui, exactement, oui. Ah! Et vous savez que je vous ai donné comme mission de nous trouver des jeux coopératifs. Non pas des jeux guerriers, de détruire l'ennemi, de tout faire pour abattre l'ennemi, mais est-ce qu'on pourrait commencer à penser autrement dans notre société de compétition, où il y a beaucoup d'adversaires qu'il faut éliminer du jeu ou du terrain? Quand on joue au Monopoly, là, c'est intéressant au début le jeu, parce que tout le monde partage, puis essaie d'acquérir des terrains, puis jouer. Mais à un moment donné, il reste 2 joueurs, puis finalement, il y en a un qui a ruiné tous les autres, puis là, c'est le gagnant. Il n'a rien gagné. Il a perdu des amis, il a perdu du temps, puis il en a fait perdre à tout le monde. Il me semble qu'il y a des jeux qui pourraient être constructifs. Oui, vous souriez. Alors, avez-vous une solution, une réponse à est-ce qu'il y a des jeux de coopération, d'entraide? Oui, mais donc, tous les jeux ont un espèce d'élément compétitif, la plupart, parce que c'est assez difficile de inventer. Justement, je parlerai un peu de ces difficultés d'inventer un jeu qui serait purement coopératif. Par contre, dans le jeu, il y a une coopération à un niveau supérieur, c'est-à-dire les joueurs se mettent d'accord pour jouer ensemble pendant une certaine période de temps et pour respecter les règles du jeu. Ça, c'est la coopération. Puis à l'intérieur du jeu, il y a une certaine compétitivité, une rivalité, mais justement, je vais un peu expliquer toutes ces notions plus en détail et je vais essayer pour les gens qui nous écoutent de rentrer à l'intérieur du problème de conception de jeu, parce que je fais j'invente des jeux en quelque sorte pour le siècle qui s'en vient. Donc nous parlerons un peu des jeux traditionnels, mais vous verrez comment je les modifie pour qu'ils soient beaucoup plus intéressants, beaucoup plus enrichissants, et surtout, moi je suis particulièrement intéressé par des jeux qui développent l'intelligence, des mind games, voilà. Donc, puisqu'il nous faut parler des jeux, il faut revenir, disons, au début de l'humanité, enfin, au début, disons, des premières civilisations. La première civilisation, c'est Sumer, au moment où on voit apparaître, et les archéologues ont retrouvé, des objets spécifiques qui sont des jeux de société, disons. Et ici, vous en avez un tout premier, là, qui s'appelle le Mehen, qui est... disons, un jeu, je pense, de la Mésopotamie. On voit déjà qu'il y a un tableau de jeu et qu'il y a des pions. Peu importe comment on joue ça, l'idée c'est qu'il y a un objet spécifique qui a été construit spécialement pour être un jeu. Oui, spirale, on dirait en spirale. Hein? Oui, c'est ça, mais on monte vers disons, un état idéal qui est au centre de la spirale. Oui. Les tout premiers jeux, et il y a un jeu que tout le monde connaît, que les enfants jouent, la marelle, avait des significations religieuses. C'était une représentation du parcours qu'on doit pas faire pour arriver au paradis, avec des épreuves, avec le risque de tomber à l'opposé du paradis qui est l'enfer, etc. Donc les premiers jeux avaient des significations soit religieuses, soit plus tard sociologiques avec le ludo. Je dis ça uniquement pour introduire parce que par la suite, je vais parler plus spécifiquement des jeux. Donc voilà, ça c'est un autre jeu. Ah oui. Et maintenant vous le voyez, c'est un jeu qui s'appelle le Senet. Est-ce que vous le voyez? Oui, très bien. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est un tout petit peu plus sophistiqué. Ça ressemble à la Wallé, qui est un jeu qui est toujours encore populaire en Afrique. Et c'est plus sophistiqué parce que c'est une boîte et un petit tiroir pour mettre les pions. Alors, on remarque ici, on dirait qu'il y a 2 types de pions différents. Déjà, il y a probablement 2 participants distincts qui jouent au jeu. Hein?
C'est ça, c'est ça. Donc c'est ça. Ah, Donc j'introduirai ça. Bien sûr, il y a toujours deux, et il y a une espèce de, disons, de rivalité entre eux. Mais comme je dis toujours, il y a rivalité sur fond de compétition dans les jeux à 2 joueurs. Je vais réintroduire toutes ces notions par oui, la suite. d'accord. Alors ici, ce qu'on voit, je vous le montre tout de suite. Il y avait une conférence, pas une conférence, mais une exposition plutôt à Montréal sur les jeux. Et ici, ils ont fait un panneau avec les planches de différents jeux. Merveilleux, Alors, vous c'est beau. voyez, il y en a certains qui sont plutôt géométriques, hein, certains qui présentent des champs de course, d'autres qui représentent la carte du monde. Il y a toujours d'autres qui représentent des étoiles, d'autres, ici où j'ai la flèche, je ne sais pas si on voit ma flèche, mais au centre, en haut, c'est le jeu du Ludo, qui est un des plus anciens jeux de l'humanité, qui porte toutes sortes d'autres noms, mais en fait, le nom connu, c'est Ludo. Ici, il s'appelle Sorry, parce que ce jeu a eu beaucoup de noms, etc. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer la diversité des planches de jeu. Et toujours, il y a une espèce de géométrie, ou parfois c'est des choses un peu plus réalistes, parce que d'une manière générale, les jeux représentent une modélisation de certaines situations. Alors ici, je vous montre des jeux un peu plus sophistiqués dans un magasin de jouets, et notamment un des jeux qui, au fond, remplace un peu le Monopoly, développé par les Allemands, Catan, qui est ce sont des extensions du jeu Catan, et c'est un jeu comme maintenant beaucoup de jeux où on crée une nouvelle civilisation, on débarque sur une île, il faut tout faire, l'agriculture, la pêche, la foresterie, etc., construire des maisons, construire des entrepôts, etc., etc. Et par la suite, lorsqu'on est devenu suffisamment fort, se défendre contre des ennemis éventuels, etc. Donc il y a un aspect de coopération entre les joueurs, Catan, et puis par la suite, il peut y avoir un aspect de conquête ou de rivalité s'il y a des choses. Alors ici, je montre par défi un jeu un peu plus moderne, théorie des conspirations, hein, c'est un peu pour Oui, monsieur, moquer. ça doit être très à la mode. Hein? Parce que justement, les gens croient en beaucoup de théories des conspirations, et ce jeu-là, le but, c'est, en posant des questions, etc., de finalement arriver à la vérité, puisque évidemment, une théorie de la conspiration n'est intéressante que si, en bout du compte, on arrive à une vérité qui est secrète et cachée des autres joueurs et des autres participants. Bon. C'est Ici, très d'actualité, oui. oui. Ici, je montre un peu pour me moquer, je ne sais pas si vous voyez, une maison dézippée. Hein, c'est comme si on avait une tirette et on avait dézippé la façade de la maison. Et c'est dans une ville italienne, je ne sais plus si c'est Milan ou une autre, où on trouve cet objet. Donc ça, c'est clairement une blague, un petit canular, mais très habilement faite. Ouais. Pourquoi je mets ça? Parce que justement, en latin, on dit pour ce genre d'affaires iocus. Iocus, une blague, une farce, une attrape. Iocus, c'est le mot latin d'où provient le mot jeu. Donc au départ, le jeu, c'est quelque chose de plaisant, une plaisanterie, une farce, une attrape. Et plus tard, c'est devenu quelque chose de plus élaboré et de plus sérieux. Ici, évidemment, cette façade dézippée, c'est une œuvre d'art extrêmement sophistiquée et très déconcertante. Donc c'est un iocus. Vous voyez, un jeu, ça nous fait sursauter, ça nous fait sourire. Alors ici, je montre un jeu qui est très connu et que je recommande à ceux qui ne le connaissent pas d'acheter, le jeu Blocus, développé par un mathématicien français. Et pourquoi je le montre? Parce que ici, nous avons la version informatisée du jeu, donc on peut le jouer en ligne. Normalement, le jeu se joue entre joueurs humains. Chacun a des petits polyominoes. Donc des polyominoes, ce sont des petits carrés attachés ayant différentes formes. Le plus petit, c'est un seul carré, et les plus grands, c'est 5 avec les différentes configurations. Alors vous voyez ici,
en rouge, en vert, en jaune et en bleu, les différentes configurations. Et chacun doit étendre son territoire, un peu comme dans le jeu de Go, et ses propres pions ne peuvent se toucher que par un coin. Donc on met un pion pour un autre point on attache une forme, un polyomino, à un autre polyomino qui est déjà sur la planche, on commence dans les coins, et de telle manière qu'il ne se touche que par un coin. Alors ici, vous voyez les 4 joueurs. Alors pourquoi je montre ça? Parce que ici, vous voyez qu'il y a un joueur humain qui est l'invité, et puis 3 joueurs qui sont représentés par l'ordinateur, puisque c'est un jeu à 4 joueurs, et si on est seul, il faut que les autres soient représentés par l'ordinateur. Donc ça, c'est un jeu à plusieurs joueurs, mais en fait, les 3 joueurs du dessous sont représentés par l'ordinateur. Et je montre ça tout en conseillant aux gens qui ne connaissent pas le jeu Blocus de l'acheter ou de l'acheter pour leurs enfants et d'essayer. C'est un excellent jeu de société. La version en plastique, la version vraie. Et je le montre pour introduire, parce que ça me permet d'introduire certaines notions qui sont fondamentales. Alors, cette notion, c'est, je ne sais pas si vous voyez, les sortes de joueurs. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Oui, on voit bien. Alors, dans un jeu, il y a plusieurs sortes de joueurs. D'une certaine manière, on peut dire que les pions sont des joueurs symboliquement représentés. On pourrait dire qu'ils sont des jouets. Les pions, normalement, ne jouent pas. Dans un système d'intelligence artificielle, les pions pourraient jouer, mais les pions sont des jouets. Par contre, dans les joueurs, je distingue les joueurs logiques et les joueurs physiques. Et je fais des distinctions parce que beaucoup des jeux que j'ai créés et que je montrerai par la suite, un même joueur physique, c'est-à-dire un joueur humain ou éventuellement un système d'intelligence artificielle, peut manipuler plusieurs joueurs logiques. Dans un jeu à 2 joueurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a le blanc et les noirs. Mais si vous avez un jeu à 4 joueurs, blanc, rouge, noir, vert, il se pourrait que s'il y a 2 joueurs physiques, 2 humains, ou 2 systèmes d'ordinateurs, l'un manipule les blancs et les rouges, et l'autre les noirs et les verts. À ce moment-là, entre les noirs et les verts, il y aura une espèce de collaboration, parce que peu importe qui gagnera, ce sera une victoire du team noir-vert, et peu importe si c'est rouge ou blanc qui gagne, le joueur physique qui manipule blanc ou rouge va gagner. Et j'ai fait beaucoup de jeux comme ça parce que ça introduit dans le même jeu à la fois collaboration entre ses propres joueurs logiques, ceux auxquels s'appliquent les règles du jeu et qui doivent suivre les règles du jeu, et les joueurs physiques qui les manipulent. Et finalement, il y a la notion plus abstraite encore de système jouant. Un même ordinateur qui se trouve, par exemple, dans un cloud, sur un nuage, peut gérer des milliers de jeux de personnes. Et il les gère selon les mêmes règles, parce que justement, les ordinateurs, ou les réseaux d'ordinateurs ont cette faculté extraordinaire de pouvoir faire énormément de computations simultanément. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on est arrivé à avoir les plus grandes performances en intelligence artificielle pour réussir à jouer de manière extraordinairement compétente aux jeux les plus difficiles, que ce soit les échecs, qui ont été les premiers réalisés, ou le Go. Oui. Alors, dans la conférence que je vais vous donner, je ne distingue pas entre des ordinateurs, des systèmes intelligents jouant à des jeux, et des humains. Et les humains peuvent le jouer contre un ordinateur, contre un autre humain à distance sur l'ordinateur, ou ils peuvent le jouer face à face devant un autre humain ou en famille. Les jeux en face à face, il y a un regain d'intérêt, et j'ai participé à Los Angeles à une conférence qui a duré plusieurs jours sur les jeux en face à face, donc les jeux en boîte. Parce que justement, tout le monde est maintenant le nez plongé dans son iPad ou son téléphone cellulaire, et il est très important pour que les familles se retrouvent, pour que les gens puissent avoir une activité additionnelle, ou disons au traditionnel repas familial, qu'ils puissent avoir un jeu de société, mais physique. Alors évidemment, le jeu de société physique pourrait être que chacun a sa petite tablette ou son petit ordinateur, son petit téléphone personnel, et puis il y a une tablette sur une table au milieu,
Mais c'est parfois plus gai, surtout pour les petits enfants, que le jeu ait vraiment une consistance physique. Donc un système jouant, c'est un ordinateur qui gère beaucoup de jeux, mais prenez la situation suivante, il y a des joueurs d'échecs extrêmement brillants qui peuvent jouer plusieurs parties d'échecs simultanément. Oui. Et pour eux, ils sont des systèmes jouants, c'est-à-dire pour eux, ils font parfaitement la distinction. Ils ne doivent parfois même pas regarder, ils peuvent tout tenir en tête. Il y en a qui jouent les yeux bandés, ça a l'air d'être assez difficile à croire, mais ils peuvent jouer 36 parties simultanément. Je ne veux pas vous dire quel est le record, mais c'est un nombre plus grand que 36. Les yeux bandés, et ils ont dans la tête la configuration exacte du jeu, et ils peuvent passer d'un jeu à l'autre. Et il n'y a aucune interférence entre ces différents jeux. Il y a Quand même il y a un enfant aucune de 8 interférence, ans. Il y a même un enfant Voilà. de 8 ans qui a joué contre des maîtres d'échecs. exactement. Et il les a tous battus. C'est vraiment Il les a tous incroyable. battus. Avez-vous une opinion ou une raison que Oui, il y a des cerveaux réincarnation. capables? C'est des super cerveaux, ça, là. Oui, réincarnation, Oh le oui. talent acquis dans une vie passée, mais qui est réactivé dans une vie présente. Des Mozart, Les du Ja- jeu d'échecs. Les Japonais ont fait tout un film à ce sujet qui a eu un grand succès, mais là évidemment autour du jeu de Go, où ils imaginaient justement un enfant qui avait réincarnation ou éventuellement un esprit d'un maître de Go décédé qui lui suggérait des mouvements. Il est devenu un grand champion de Go dans cette série destinée aux adolescents japonais. Mais puis il a désiré pas juste jouer comme son esprit mentor lui disait, mais il a désiré jouer par lui-même. Et en fait, tout le film est à ce sujet, comment il passe de quelqu'un qui est inspiré, comme Mozart était inspiré pour jouer de la musique, Ben voilà. à quelqu'un qui essaye de faire les mouvements par lui-même. Et ce film, dont je n'ai plus le nom en tête, enfin, il y a certainement le mot Go dans le nom, a suscité chez les adolescents japonais un regain d'intérêt pour le jeu de Go. Ouais, bravo. Qui est un des grands Mais est-ce jeux. que c'est basé sur un fait historique, un fait réel, ou C'est basé sur ça, je peux pas vous le dire, mais en tout cas c'est basé sur une œuvre littéraire qui décrit ça. Mais que des gens soient inspirés par des esprits pour faire certaines choses Oui. avec maîtrise, ça j'en suis convaincu. Oui. Ah, ben oui. Voilà. Alors maintenant un nouveau écran, Oui. c'est les sortes de jeux. Alors, dans les sortes de jeux, il y a les jeux les plus courants, c'est les jeux où il y a deux joueurs logiques. J'insiste bien que c'est des joueurs logiques. C'est la majorité des jeux avancés. Les sports, ce sont des jeux physiques. Mais quand deux équipes de football se rencontrent, c'est des jeux à deux joueurs logiques. Et chaque joueur logique, c'est une équipe de football. Donc, il y a 11 joueurs, 10 joueurs qui courent et un qui se met devant le but, le goal. D'accord? Et j'appelle ces jeux bimatiques. Bi pour deux et matique, c'est parce que c'est le suffixe qui indique qu'il s'agit de jeux où il y a une certaine, habileté, qui est une habileté intellectuelle, mais qui peut se traduire évidemment par quelque chose de physique si c'est un sport. Mais même dans les jeux de football ou d'autres, il y a quand même toute une tactique, toute une manière de procéder. J'ai inventé... Martin, oui. je viens de réaliser que notre émission a été faite la veille du Super Bowl américain, la joute de jeux de football la plus importante de toute l'année. Et on est en pleine période des Jeux olympiques à Beijing. Alors, il faut le dire, c'était le temps de parler des Jeux, hein? Merci. C'est ça, c'est ça. Et quand vous dites donc, comment vous avez dit? Bimatique. Le suffixe matique indique toujours qu'il s'agit d'un jeu où il y a une certaine habileté. Mais l'habileté tactique peut se traduire par des opérations purement intellectuelles ou peut se traduire par des opérations physiques. Est-ce que vous pouvez me répéter, matique, est-ce que ça a un lien avec mathématique? Absolument, ça a un lien, justement. Nous allons y venir. D'accord. Alors, il y a des jeux finalement à plusieurs joueurs logiques. Alors, il y a deux sortes. Il y a des sortes où ces joueurs sont indépendants. Et alors, si on parle de Jeux olympiques, il y a une course, et chacun court le plus vite possible. Vous me direz qu'il y a très très peu d'inspiration, mais quand même, il a fallu que les différents joueurs s'entraînent, s'inspirent, etc. Mais en principe, ils sont indépendants et ils essaient simplement de battre un record. Et il faut dire multimatique parce que le mot polymatique en français et en anglais d'ailleurs désigne un collège ou une personne qui est très experte dans plusieurs domaines de la science ou des connaissances.
Ça, c'est un polymath, comme disent les Anglais. Alors que polytechnique, c'est quelqu'un, un collège ou une personne qui est experte dans plusieurs domaines techniques, domaines de l'ingénierie ou du génie, comme on dit ici au Québec. Oui. Par contre, s'il y a une interaction entre ces joueurs, alors on parlera de jeu diplomatique. Évidemment, c'est une manière un peu bizarre d'écrire diplomatique, mais c'est parce que ces joueurs peuvent négocier entre eux pour avancer leur position par rapport à d'autres joueurs. Et le jeu qui a introduit ça, c'est le jeu de diplomatie qui était extrêmement populaire dans les années, disons, 70-80, qu'on peut toujours voir, et où les joueurs négocient avec d'autres joueurs avant d'écrire leur coup. Donc le jeu de diplomatie, c'est un moment décisif dans l'évolution des jeux, parce qu'il y a à la fois cette notion de négocier les coups avec d'autres joueurs, qu'on peut éventuellement, on peut respecter ses alliances ou les trahir, mais si vous avez vraiment envie de gagner dans ce jeu, et tous les jeux, il faut avoir l'envie de gagner, sinon c'est pas très intéressant de jouer, à un moment donné, vous verrez que vos meilleurs partenaires, vous devrez les trahir. C'est pour ça que ce jeu est assez... Il y a du Machiavel derrière tout ça. Voilà, c'est un jeu machiavélique, vous avez tout compris. Ouais. Alors, mais il y a un autre trait extrêmement important du jeu de diplomatie, c'est que les mouvements sont simultanés. C'est-à-dire que chacun écrit les mouvements sur une feuille de papier, et puis le maître de jeu lit les mouvements, et tous les mouvements sont exécutés en même temps. Et s'il y a des conflits entre les mouvements, ben, il y a les règles qui permettent de dire comment ces conflits sont résolus. Très souvent, si deux armées, parce qu'il y a des armées et des flottes, sont dans deux provinces qui ont une troisième province voisine, et si deux armées veulent rentrer en même temps, ben, il y a un stand-off, un mouvement nul, et les deux armées restent sur place. Et éventuellement, celles qui voulaient occuper l'espace qu'elles occupaient restent sur place, etc. Okay. Donc, c'est un peu complexe, mais on a écrit des programmes informatiques pour résoudre ça, mais on peut le résoudre à la main. C'est un jeu extrêmement intéressant, mais il exige, si on le joue en face à face avec d'autres personnes, ça exige de maintenir une certaine discipline pour ne pas que les négociations durent trop longtemps. Et finalement, il y a les jeux où il y a un seul joueur logique, que j'appelle des jeux matiques. Évidemment, les jeux de patience que tout le monde connaît aux cartes sont des jeux comme ça. Mais comme c'est un joueur logique, il peut y avoir énormément de joueurs physiques. Et l'exemple même d'un jeu à un seul joueur logique, c'est justement le développement des mathématiques, le développement historique des mathématiques, parce que tous les mathématiciens collaborent pour résoudre des problèmes mathématiques. Ils peuvent être de différentes époques, de différentes cultures, de différents pays, de différentes civilisations, de différentes religions, etc. Mais tous ensemble collaborent et ils construisent sur ce que leurs prédécesseurs ont fait. Et donc ça, c'est au fond, le développement des mathématiques, c'est l'exemple le plus parfait du progrès que connaît l'humanité. Les développements des algorithmes, de ce que l'on utilise pour programmer les ordinateurs, c'est la même chose. Ce sont des jeux à un seul joueur où les êtres humains, ensemble, à travers différentes universités, différents pays, différentes langues, différentes cultures, essayent de trouver les méthodes les plus efficaces pour faire des calculs sur l'ordinateur. C'est-à-dire, ils développent, là, non pas des théorèmes et des théories mathématiques, mais des algorithmes. Et actuellement, il y a une collaboration, et c'est très intéressant, c'est parce qu'à la fois, il y a une grande similitude entre les mathématiques et l'informatique. C'est dans les deux cas des disciplines qui utilisent des langages formels, c'est-à-dire des langages très strictement définis, mais le style est très différent. Les mathématiciens définissent des langages hiéroglyphiques, si j'appelle, avec plein de symboles compliqués que les profanes ne comprennent pas. Par contre, l'informatique a eu besoin de créer des langages beaucoup plus accessibles parce qu'on avait besoin, nous sommes dans une explosion de l'informatique dans notre civilisation. Notre civilisation utilise de plus en plus pour faire n'importe quoi des outils informatiques et on avait besoin d'énormément d'analystes et de programmeurs et il fallait vraiment
que ces langages dans lesquels on écrit les algorithmes pour écrire des programmes, dans lesquels on code les algorithmes pour écrire des programmes, soient beaucoup plus accessibles aux gens. D'accord? Et les jeux que je vais vous présenter, donc les jeux que j'ai créés, développés, beaucoup, pas tous, ont été implémentés. Donc on a écrit des algorithmes d'intelligence artificielle pour jouer à ces jeux. Et c'est ça que je vous en parlerai. Le but de ma présentation, c'est en quelque sorte de vous faire voir de l'intérieur comment ces différents jeux se développent. Alors là, je vous montre une nouvelle image. Vous voyez la nouvelle image? Le paquet 5 decks, c'est un paquet qui vient d'être créé, publié ici au Québec. L'inventeur québécois, je le suivais depuis assez longtemps. Et je le montre parce que j'avais inventé 2 jeux de cartes dont je parlerai pour les cartes classiques. Et puis, en ayant ce jeu à 5 couleurs et 16 valeurs, mes jeux sont devenus vraiment, vraiment beaucoup plus intéressants. Ils étaient déjà intéressants au départ, mais avec ces jeux de 5 couleurs et 16 valeurs, ils deviennent beaucoup plus intéressants. Alors pourquoi 16 valeurs? Parce que l'As vaut 15, le roi que vous voyez vaut 14, la dame 13. On a introduit une princesse qui vaut 12 entre la dame et le valet Jack. Et puis, on a tous les nombres 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On a un qui est différent de l'As. Et on a un 0 qui est le Joker. Alors les 5 couleurs, j'en parlerai tout de suite dans les prochaines choses parce que ces 5 couleurs jouent dans mes jeux un rôle très important. Oh. Alors vous vous servez de ce jeu de cartes à 5 couleurs dans les jeux que vous créez? Oui. C'est-à-dire, je les ai créés pour 4 couleurs. Je me suis rendu compte qu'ils sont nettement plus intéressants à jouer à 5 couleurs. Et ces jeux sont tellement bons, notamment justement avec 5 couleurs, que je suis devenu addict et je joue assez régulièrement à ces jeux. Ça, c'est Je me suis fait prendre au jeu. Alors ici, vous voyez les deux. Bon, une petite chose qui est un peu infortunée, c'est que le valet Jack, il a utilisé l'initiale anglaise pour rendre son jeu plus international. Vous voyez celui de carreau, de trèfle et de pique. Et puis, vous voyez les jokers correspondants qui, eux, valent 0. Et le problème, c'est que l'initiale J, parfois, quand les cartes ne sont pas bien mises en éventail, on n'est pas sûr si ce J désigne un valet ou un joker. Et dans certains de mes jeux, il y a un suspense. On voit le J, on se dit, est-ce que ce sera un joker ou un valet? Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, il a fait très très bien les dessins. Et je vais donc vous introduire certains de mes jeux. Si par la suite des auditeurs ou des téléspectateurs ou je ne sais pas comment, ou des vidéoteurs, comment vous appelez les gens qui regardent vos émissions, sont intéressés, ils vous contacteront ou vous leur donnerez mon adresse et puis on donnera des règles détaillées pour ces jeux. Moi, écoutez, avec le complément surprenant de Gilles Surprenant, ce serait facile de mettre votre adresse courriel et les gens pourraient vous écrire directement. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Voilà, j'introduis la notion des jeux par amis. Je dirai plus loin qu'est-ce que ce sont exactement les jeux par amis. Les jeux par amis, c'est des jeux de cartes. C'est une famille de jeux de cartes que j'ai inventé, où on joue toujours 2 cartes à la fois. Oui, je l'ai moi aussi. Alors voilà. Pour le moment, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que dans les jeux par amis, on joue toujours 2 cartes à la fois. Et le jeu couleurs multiples, c'est un des jeux par amis qui s'est avéré particulièrement intéressant sur le jeu en utilisant donc les cartes 5D, donc les cartes à 5 couleurs. Voilà. Alors, dans ces cartes à 5 couleurs, moi, je définis la valeur des couleurs de manière assez logique, de manière à ce que les gens puissent facilement retenir. Donc, l'étoile a 5 branches. Donc, l'étoile, la couleur étoile vaut 5. Et dans les jeux par amis, on associe toujours 2 cartes. Alors, dans la version par amis couleur multiple, on associe une couleur à un multiple de 5 couleurs, puisque l'étoile a 5 branches, elle vaut 5. Et on l'associe au multiple de 5. Alors, j'ai appris une règle à l'école qui disait que les multiples de 5 se terminent par 0 ou 5. Vous avez sans doute appris ça aussi.
Et donc, on associe 4 valeurs, le joker qui vaut 0, le 5, le 10 et le 15 qui est représenté par l'as. Alors, vous voyez que on a 4 valeurs possibles qu'on associe à une couleur. Mais évidemment, la valeur doit être une carte d'une autre couleur que celle qui indique la couleur. Donc, si vous avez une étoile, vous devez l'associer à une carte qui n'est pas étoile et qui est un multiple de 5, donc ce qui est 0, 5, 10 ou 15. Voilà. Donc, vous avez 4 possibilités. Alors, le carreau, ça vient du mot quatuor latin, et carreau, ça vient de 4. Le carreau a 4 côtés, c'est comme un carré ou un losange, 4 côtés. Donc, on l'associe au multiple de 4. Et il y a 3 multiples de 4 dans ce jeu, 4, 8 et le 12, qui est la princesse. Le trèfle à 3 feuilles, trifolium, ça vient du latin, 3 feuilles. Alors, on l'associe au multiple de 3. Hein, le trèfle vaut 3, il doit être associé au multiple de 3. Et il y en a 5 dans ce jeu. C'est 3, 6, 9, le 12 qui est la princesse et le 15 qui est l'as. Le cœur, si vous regardez le cœur, il a 2 ventricules. Donc le cœur, c'est 2. Et on l'associe au multiple de 2, c'est-à-dire au pair, au nombre pair. Et il y en a 7, 2, 4, 6, 8, 10. Le 12 qui est la princesse et le 14 qui est le roi, king. Finalement, le pic a une seule pointe et une seule tige. Il sert à piquer, mais avec une seule pointe. Et donc, on pourrait l'associer à tous les nombres qui sont tous multiples de 1, mais ce n'est pas très intéressant. Donc, on l'associe au nombre premier, et on inclut aussi un dedans qui n'est pas un nombre premier. Alors, il y a 6 nombres comme ça, 1, 3, 5, 7, le 11 qui est le jack, le valet, et le 13 qui est la reine. Alors, le fait d'avoir 14 cartes au début, et de devoir associer les cartes de manière optimale, c'est extraordinairement, excitant comme opération. Vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant comme opération que la plupart des choses qu'on fait dans un autre jeu. Comme on doit chaque fois jouer les cartes 2 à la fois, c'est particulièrement intéressant. Parami en espagnol, ça veut dire pour moi. En polonais, ça veut dire par paire. Ah, par paire, oh, d'accord. Par paire. Donc, dans les jeux parami, et c'est pour ça que je dis que c'est comme une nouvelle génération de jeux, de cartes, on joue toujours 2 cartes ensemble, on les joue donc par paire, comme on dit en polonais. Et il y a beaucoup de manières d'associer 2 cartes ensemble, et chaque manière de le faire désigne un autre jeu parami. Donc il y a une famille de jeux parami. Certains sont didactiques pour être utilisés dans les écoles, pour les enfants. Il y a des jeux qui sont des jeux arithmétiques simples, avec des multiplications, des additions, des soustractions, des moyennes, toutes sortes d'affaires. Et puis il y a des jeux un peu plus sophistiqués. Alors, la question se pose, pour le moment, j'ai beaucoup testé le jeu à 2 joueurs, pour que ce jeu devienne comme le bridge, ou peut-être un concurrent du bridge pour 4 joueurs. Mais il y a encore un peu de réflexion à faire, mais c'est tout à fait possible. Donc je pense que ce jeu pourra un jour devenir un compétiteur du bridge lorsqu'il sera joué, comme le bridge, par 2 équipes de 2 joueurs. Alors vous voyez, dans les équipes on collabore, entre les équipes on est rival. Mais au-dessus de ça, pour n'importe quel jeu, il y a toujours le désir de collaborer pour jouer ensemble dans un certain lieu, pendant une certaine durée de temps, et en respectant les règles, en ne trichant pas. Tricher dans un jeu, c'est vraiment le mal absolu. Mais il y a d'autres manières de faire des choses qui sont, disons, mauvaises ou non indiquées dans le jeu, surtout si on est dans des championnats, dans des compétitions. C'est de mal s'entraîner, c'est d'être mal préparé, c'est de n'avoir pas eu une bonne nuit de sommeil avant, etc., etc. Mais enfin, le mal absolu, c'est évidemment la triche, c'est essayer de dénaturer le jeu en ne respectant pas les règles, de manière subreptice, de manière qu'il ne soit pas remarqué. Bon. Ou des fois d'agir sur l'adversaire avec des techniques psychologiques, de se moucher continuellement. Et ça, ce n'est pas vraiment de la triche. C'est une des autres méthodes. La c'est triche, du Machiavel, là. C'est-à-dire, oui, justement, c'est toutes ces autres manières de n'être pas droit dans ses bottes dans le jeu, parce que justement,
mais qui ne peuvent pas, au sens strict du terme, être appelés de la triche. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, les Jeux olympiques actuellement en Chine, à Beijing, la plupart des athlètes extérieurs n'ont pas pu aller pratiquer sur in situ, sur le site, sur l'endroit même où la compétition pour gagner des médailles olympiques avait lieu. C'était le jour de la compétition pour eux, la première fois qu'ils descendaient la piste de ski sans avoir pu s'entraîner avant. Alors là, pendant Alors que les Chinois, eux, s'étaient entraînés sur le terrain. Ont pu s'entraîner. Moi, j'étais à Paris au moment où il y avait la Coupe du Monde. Je peux plus vous dire l'année, c'était dans les années 80. Je me trouvais à Paris au moment, vous vous rappelez peut-être de l'année, c'était à Paris la Coupe du Monde de football et les finalistes étaient l'équipe française et l'équipe brésilienne. Et l'équipe brésilienne était favorite. Mais les Français, évidemment, voulaient gagner parce que c'était chez eux et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont l'hôtel où habitaient les Brésiliens, ils leur ont servi un repas à la limite de l'indigeste, qui a été vraiment très difficile à digérer, mais sans être vraiment du poison, quoi. Mais vous savez que les Français sont d'excellents cuisiniers, alors ils ont pu faire quelque chose qui avait très bon goût, mais qui était, disons, trop lourd ou quoi. Et les joueurs brésiliens n'ont pas joué comme à l'accoutumée, et les Français ont pu gagner, et donc faire cocorico, comme on dit. Oui, c'est ça. Hein, ben, ça s'est fait un peu partout. Et bien entendu, dans les Jeux olympiques, il y a beaucoup de triches. La pire triche que je pense qui s'est produite aux Jeux olympiques et qui risque d'entraîner même une conflagration planétaire, c'est lors des Jeux de Sochi, alors que la Russie était au hockey contre les États-Unis. Oui. Et le joueur russe lance ses comptes dans le but des Américains. Et on a fait savoir que malheureusement, le but était sorti de ses gonds d'à peine, c'était même pas visible. Et comme le but était sorti de ses ancrages, automatiquement, il y a un règlement qui dit dès que le but sort des ancrages, il faut arrêter le jeu. Personne n'avait arrêté, mais le gardien a fait savoir que, regardez, il a poussé avec son pied, le but s'est déplacé tout seul. Il dit, ça marche plus. Le but était sorti de ses gonds. Et tout le monde sait dans l'enseignement du hockey, les coachs le savent très bien comment faire le coup, préparer le coup, pour que si jamais l'adversaire lance ses comptes, tu dis que le but était en dehors de ses gonds, oui, mais c'est parce qu'il l'avait sorti un peu avant, pour l'avoir en réserve, tu sais. Et ça, Poutine ne l'a jamais accepté. Il est rentré en fusil dans ses appartements, et un jour, les Américains paieront pour ça. Parce que lui, il était tellement... Ah, c'est les Américains qui ont déplacé leur but, c'est ça? C'est les Américains qui ont déplacé leur but? Oui. Et ça a été grave. Ils ont rendu Poutine fou furieux, et Poutine a juré qu'il se vengerait un jour. Il est en train de mitonner sa vengeance, c'est ça? En encerclant l'Ukraine. De jeu, là, hein? Quand on se dit des jeux, hein? C'est ça, le jeu, c'est amusant, on peut le prendre par plaisir, mais vous voyez, on a introduit le Machiavel dans tout ça. Puis après ça, on s'organise pour dire, moi, je me souviens des jeux de cartes en famille, là, quand à l'époque des fêtes, puis tout le monde jouait aux cartes, hein, des tables à cartes. On avait des tables pliantes à cartes, là. Ça servait juste à ça. Oui, des tables de bris. Puis là, ben, regarde, il prenait le jeu de cartes, il tenait comme ça. Ça voulait dire, j'ai du cœur. Tu sais, il va faire ça comme ça. Ben, j'ai du pic. Je me gratte parce que ça me pique. Oui. Fait qu'à un moment donné, les autres, ils commençaient à connaître. Hey, t'as triché, là, t'as montré que... Alors, ça devenait cause de conflit. C'est ça. C'est assez incroyable. Donc, ça, c'est de la triche, si vous voulez, oui. Et alors, si la triche... Mais on change pas les règlements, attention. On change pas les règlements. Hein. Oui, bien sûr. Mais on donne des informations qu'on n'est pas censé donner à non, c'est ça, à son partenaire, parce que quand on joue en équipe, d'un côté à l'autre... Oui, mais c'est là où on donne aux partenaires et on imagine que l'adversaire ne se doute de rien. On souhaiterait que l'adversaire... Oui, c'est ça. Martin Yanta, c'est beau votre explication jusqu'à date. C'est sûr que moi, je regarde toujours la notion ésotérique autour des jeux en me disant, jusqu'à quel point vous êtes revenu très, très souvent sur l'idée que il y a toujours une sorte de collaboration. On s'entend sur un lieu où on va aller jouer, à un moment où on va aller jouer,
Et Une durée, surtout, une durée. C'est pas juste le moment, c'est la durée. Et la durée. Mais le maître, le chronomètre, le maître, c'est le chronos. C'est ça, c'est ça. Et les règlements. Vous dites, on s'entend sur les règlements. Moi, j'ai un dictionnaire des jeux. Il y a 600 pages. Il y a toutes les variants du jeu de dames, les variants du jeu d'échecs, les variants de différents jeux, avec, dans des pays, on a une coutume de jouer de telle façon ou telle, et on s'adapte à ça. Mais quand on joue, puis qu'on n'a pas la même version des règlements, il faut commencer par un consensus. Et moi, je me dis, si on voit comme l'image que j'ai créée pour l'occasion, alors on voit c'est Xi Jinping, le président de la Chine, en compétition devant un damier, devant Joe Biden, président des États-Unis. Oui. Mais quand on porte attention au jeu en question, je ne sais pas, Geneviève, tu peux montrer mon image, je vais faire un zoom-in sur la table de jeu. À quoi joue-t-il? Ben, ils ne jouent pas au même jeu tous les deux. Sur un damier qui fait d'un côté un échiquier, et sur l'autre, c'est un go-ban pour le jeu de go. C'est ça. Alors là, est-ce qu'on n'est pas pris devant une politique internationale où on est... ils sont piégés, eux, à essayer de jouer, mais ils ne jouent pas au même jeu. Donc, ils n'ont pas les mêmes règlements. Ils n'ont même pas le même territoire. Quand on a vu l'ambassadeur du Canada aller en Chine et vouloir faire la leçon à Xi Jinping, dans son message, il a fait comprendre que quand vous auriez 2 milliards d'habitants, vous auriez à gérer votre pays différemment, n'est-ce pas? Alors, venez pas nous donner des leçons de comment gérer un pays de 2 milliards d'habitants quand vous avez déjà de la misère avec 2 millions ou 200 millions. Non, le Canada a combien? 30 millions, même pas. Oui, mais là, je parlais des États-Unis. Là. Ah, les États-Unis, c'est 300. Alors, la question des règlements. Comme dans ce qu'on a connu avec la fameuse pandémie, les règles du jeu changent continuellement. Et c'est le premier ministre ou le président qui décide, lui, on fait ça. À un moment donné, 2 semaines après, c'est plus ça, c'est ça. Après ça, c'est d'autres choses. Et attention, là, où on devient fou, on devient révolté, où on dit, moi, je débarque, moi, je joue plus. Tu sais, quand on joue à des jeux de table, on peut toujours abdiquer puis dire, ben là, non, moi, je joue plus. Non, tu triches, tu changes les règlements, tu les adaptes. Et là, comment vous pouvez amener une belle harmonie dans des joueurs qui ne jouent pas au même jeu? C'est ça. Surtout que, disons, les gouvernements qui imposent les mesures, ils prétendent agir au nom de la science, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que la science d'un objet aussi volatile que le virus, qui mute tout le temps, ben, c'est une science qui évolue et il faut tout le temps regarder les statistiques, faire comme le docteur Raoult, les statistiques, les effets, etc. Oui, c'est ça, mais on s'engage pas trop sur cette piste. Alors, des politiciens qui disent qu'ils se réfèrent à la science, c'est grotesque, parce qu'ils n'ont pas accès à cette science, ils n'ont pas connaissance. Dans votre exposé, Martin Yanta, vous expliquez beaucoup en rapport avec la mathématique, les maths. Oui. Et donc, c'est pas artistique, c'est pas émotionnel, mathématique. Tu sais, c'est qui disait nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Bon. Voilà, c'est Platon qui disait ça. Oui. Et c'est une idée très importante, parce que justement, les jeux représentent une manière, disons, abordable d'apprendre le même type de raisonnement que celui qu'il y a en mathématiques. Suivre les règles du jeu, sans triche, sans sauce, et trouver les meilleurs moyens de tirer profit de ces règles pour faire les meilleurs mouvements possibles ou choisir les meilleures cartes possibles, c'est une opération qui prépare vraiment à pouvoir faire comprendre des mathématiques, de l'ingénierie, de la physique, d'accord? Et donc, actuellement, nous assistons en Occident, en France, c'est vrai, au Canada, peut-être un peu, aux États-Unis, c'est très vrai, à un effondrement du niveau des écoles. Et les disciplines les plus rigoureuses, dans les mathématiques, sont mal enseignées ou ne sont plus enseignées du tout, enseignées de manière très laxiste où on laisse passer tous les élèves. Alors le jeu, justement, est un moyen de rattraper ça. Parce que le jeu force les élèves à jouer selon les règles. Alors évidemment, les élèves qui sont dans les petites classes, les petits élèves, ils vont commencer par perdre s'ils jouent contre d'autres un peu plus aguerris, un peu plus expérimentés. Mais puis, ils seront à peu près au même niveau. Et puis, arrivera le moment où c'est eux les grands et ils vont commencer à gagner. Et la différence entre
passer de l'un à l'autre étape, c'est quelque chose d'extrêmement exhilarant. C'est-à-dire, quand ils seront petits et qu'ils jouent contre des plus grands, s'ils perdent, on leur dit, mais c'est normal, vous débutez, vous êtes des apprenants. Et alors, puis, ils seront à peu près au même niveau. L'un va perdre, l'autre va gagner, etc. Et puis, finalement, ils deviendront meilleurs. Et ils auront une image très, 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 très concrète de qu'est-ce que ça veut dire apprendre, se perfectionner, devenir meilleur. Parce que dans toutes les disciplines qu'on enseigne à l'école, on est toujours dans cette situation d'être pas bon. Parce que dès qu'on a maîtrisé quelque chose, pouf, on passe à un sujet suivant. Donc on est toujours dans cette situation qu'on n'a jamais acquis la maîtrise de quelque chose. Et psychologiquement, c'est très important d'acquérir la maîtrise en quelque chose. Alors bien sûr, dans beaucoup d'écoles, au Canada, aux États-Unis, on enseigne les sports et c'est très bien, parce que finalement, les élèves peuvent arriver au fait qu'ils sont bons dans un sport, qu'ils ont acquis la maîtrise d'un sport. On peut faire des activités artistiques et certains peuvent acquérir la maîtrise du piano ou du violon ou de la flûte ou Dieu sait quoi. Mais le but, c'est que dans les jeux, il y a une discipline intellectuelle dont ils peuvent acquérir la maîtrise s'ils s'adonnent à ça. Et je sais qu'au Québec, on a permis dans certaines écoles secondaires d'utiliser des jeux de réflexion, comme les jeux que je présente ici, comme activité sportive, c'est-à-dire permettant aux élèves d'aller dans des championnats, dans d'autres villes, etc., etc. Enfin, exactement comme une discipline sportive, de tout traiter. Hein, c'est toute l'idée des mind games que les Chinois voulaient aussi introduire parallèlement aux Jeux olympiques. Ils n'ont pas tout à fait réussi, mais je suis sûr qu'on y viendra. Et je suis sûr qu'il y aura non seulement des mind games et puis des jeux physiques, mais qu'il y aura aussi des jeux qui combineront les deux aspects. Mais enfin, je ne pourrai pas en parler ici. Ça, ce sera pour une séance ultérieure. Sinon, je pourrais parler de trop de choses à la fois. C'est pas bon. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas le danger aussi que dans l'esprit de certains parents, jouer au hockey, c'est un jeu. Mais oui. Il est très performant, mon fils. Je vous le dis, un jour, il va faire la Ligue nationale. Il va devenir millionnaire. On va se l'arracher dans des contrats faramineux. Et là, ça dérape. Parce que là, on veut en faire une sommité. On nourrit son ego énormément. Et à un moment donné, il n'est pas sélectionné par les recruteurs professionnels qui se disent non, il n'est pas assez rapide. Non, il est bon à gauche, mais il n'est pas bon à droite, puis il faut qu'il soit bon dans les deux. Puis, ben là, toute la carrière qu'on imaginait pour le fils s'écroule et il se retrouve dans le salon en disant à papa puis maman, ben moi, je ne veux plus jouer au hockey, je ne veux plus l'entendre parler. Toute mon enfance a été brûlée parce que le matin à 5 heures, j'allais faire mon entraînement, on allait à des compétitions dans d'autres villes. Ça vous a coûté une fortune dans l'équipement puis déplacement. Mais là, c'est fini. Et il va haïr le jeu parce qu'il considérait le jeu comme quelque chose d'une activité professionnelle adulte. Est-ce que vous êtes capable de démarquer l'intérêt d'un jeu pour s'amuser avec plaisir et le danger d'en faire une discipline austère? C'est-à-dire, les gens doivent être réalistes. Hein. Vous avez certainement entendu parler de David Icke, l'anglais, la chroniqueur qu'on beaucoup considèrent comme un conspirationniste. Mais au départ, il était tout simplement joueur de football, gardien de but, etc. Mais à un moment donné, il avait des problèmes avec son genou et il a dû abandonner le football. Il a dû se trouver autre chose. Moi, je connais le neveu d'un de mes meilleurs amis haïtien, était extrêmement bon au hockey. Et puis, avec le temps, il n'a plus voulu faire l'effort dont vous parlez. Donc, à mon sens, il faut être réaliste. On dit, voilà, tu peux tenter ta chance, tu fais un effort, mais il n'y a rien de garanti. C'est ça. Il faut comprendre que dans la vie, il n'y a rien de garanti. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, oui. Edgar Morin, justement, il y a un magazine. Être réaliste dans la vie. On a des espoirs, mais c'est bon d'avoir des espoirs. C'est bon d'avoir des buts et des objectifs. Mais il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Et si une des cordes saute, eh ben, il faut y avoir d'autres cordes. On doit avoir des choses sur lesquelles retomber. Vous comprenez? Et même les sportifs qui réussissent dans le sport, vient un âge où ils ne sont plus bons. Donc, ils doivent se retirer et puis, avec l'argent qu'ils ont fait, ils ouvrent un restaurant ou ils trouvent une autre activité à laquelle ils peuvent se consacrer et qui leur permet de gagner leur vie. Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez me dire où vous situez des jeux
qui ont moins de stratégie. À Noël, Geneviève, elle a insisté pour qu'on achète un jeu lorsqu'on s'est rencontrés entre amis dans la parenté. Ça s'appelle le jeu S'auto-pelure de bananiser. Et c'est le nom du jeu. Un jeu avec des questions-réponses. C'est un jeu comme les... je sais pas si vous vous souvenez, là, il y avait un jeu... Trivia. Les Anglais appellent ça trivia, donc des questions triviales. C'est des jeux de questionnaire. Oui, jeu questionnaire, oui. Et les gens doivent répondre à des questions. Tiens, je joue avec vous. Écoutez bien, vous allez comprendre l'esprit du jeu, la manière dont ça se fait. C'est un jeu de société. Et je prends une carte au hasard. Ouais. Je vous pose la question. Nommez un prénom féminin. Oui, Marguerite, oui. Une personne connue qui porte ce prénom. Marguerite Yourcenar, première femme à l'Académie française. Oui. Une autre personne connue qui porte le même nom de famille. Alors, Yourcenar, c'est pas un nom de famille. Le nom de famille, c'est Créancourt. C'est un anagramme de son nom de famille et il y a personne qui s'appelle Yourcenar. Son vrai nom de famille, c'est Créancourt. Ah, connaissez-vous quelqu'un d'autre qui porterait le même nom de famille, de vrai nom de famille? Je ne connais pas, mais je sais que c'est une famille de Flandre en Belgique qui est... Je vais sauter l'autre question, la dernière. Oui. La dernière, c'est nommer une autre personne connue qui porte le même prénom. Marguerite Duras, qui est une autre femme écrivain française. Bon. Alors, ce genre de jeu-là, ça a été un succès monstre dans les parties de Noël cette année, parce que tout le monde est à la hauteur de se jouer lui-même. S'il pense en arrivant avec une réponse extraordinaire, la question suivante l'amène dans un cul-de-sac, il se prend dans son propre jeu. Mais où situez-vous ce genre de jeux qui ne sont pas des jeux, on pourrait dire, de compétition, vous compétitionnez avec vous-même? Oui, ben c'est ça. Ici, c'est des jeux à un joueur, c'est-à-dire que oui, c'est vous jouez avec vous-même d'une certaine manière, vous essayez de franchir certaines étapes, mais vous savez la suite des questions qui viennent ou vous ne le savez pas. Non, c'est ça. Vous ne le savez pas. Oui. Non, mais l'idée est très bonne. Il y a énormément de jeux de société qui sont faits comme ça pour amuser les gens et c'est tout à fait intéressant. Oui, oui. Oui, c'est à la fois culturel, à la fois divertissant et on ne sait pas. Oui. Évidemment, quand je montre une raquette comme ici, moi je l'ai utilisée souvent, non pas en raquette de badminton, mais la raquette de ping-pong. Et de dire aux gens, vous voulez vivre une expérience tantrique dans le tantrisme, et au lieu d'essayer de jouer pour que l'autre ait de la difficulté à vous renvoyer le volant du badminton. De jouer le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Vous lui envoyez la balle sur la table de ping-pong, que ça soit facile à l'autre de nous retourner la balle, et on compte l'échange dure le plus longtemps possible. On compte les coups. Alors moi je me souviens d'une partie, on était rendu à 372 coups. Ça faisait 372 échanges, sans manquer, sans jamais rater notre coup. Mais la fatigue arrive, puis on devient étourdi à force de se déplacer, puis à un moment donné, on l'a échappé. 372. Votre exemple est excellent, et j'ai pensé à la chose suivante, c'est tout à fait intéressant. Et ça, ce serait plus des jeux de collaboration. Oui. Alors que tel qu'on joue actuellement au ping-pong ou au tennis, c'est des jeux où chaque balle dure peu de temps parce que le service de tennis est tellement violent qu'une fois sur deux, l'adversaire n'est pas capable d'abattre l'autre, c'est d'essayer de briser l'autre. C'est ça. Et c'est vrai que nous manquons de jeux comme ça, de collaboration de longue durée. Ce sont des jeux d'un type différent. Ben, c'est comme danser, là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous dansez avec une partenaire, vous n'essayez pas de la renverser ni rien. Mais non, c'est vrai, ça, oui. Sauf un tout petit peu au tango, là, vous faites semblant de la renverser, où elle se renverse, mais encore une fois, là, vous connaissez ce film They Kill Horses, donc où pendant la dépression aux États-Unis, des couples dansaient, et c'est au couple qui tiendrait le plus longtemps. Donc finalement, certains couples croulaient de fatigue, mais celui qui allait tenir le plus longtemps recevrait un prix de X milliers de dollars. Oui, c'est ça. Oui, la grande dépression, elle était complètement molle, plus capable, elle dormait dans ses bras. Voilà, c'est exactement ça. Ah oui. Ah ben, est-ce que vous considérez que c'est thérapeutique le jeu, surtout si on le prend d'une manière plaisante?
d'une manière plaisante. Oui, même si il y a un qui gagne, un qui perd, mais c'est pas la fin du monde. Absolument, absolument. Mais comme je vous dis, je joue régulièrement à certains de mes jeux. Et bon, j'ai un partenaire qui est en même temps mon colocataire, donc ça simplifie les choses. Oui. Et parce que nous aimons tous les deux ce jeu et que nous y prenons plaisir, on n'est pas du tout frustré par le fait de perdre. C'est-à-dire que nous trouvons normal que de temps en temps on perd et on gagne parce que c'est ça qui établit que nous sommes un peu au même niveau. Sinon, ce ne serait pas amusant de jouer. Vous comprenez? Oui. C'est parce qu'on est au même niveau que c'est amusant. Vous voyez, le petit-fils qui joue avec sa grand-mère. Et quand la grand-mère joue délibérément trop facilement pour faire plaisir à son petit-fils, à un moment donné, le petit-fils va s'en rendre compte et ce n'est plus gai pour lui. Parce qu'il voit que la grand-mère, elle ne triche pas, elle joue selon les règles, mais elle ne fait pas son meilleur, donc elle ne lui donne pas un défi suffisant. Ah. Et finalement, quand il comprend que sa grand-mère joue de manière trop mollo, ben, ça cesse de le motiver, il perd sa motivation. Et la motivation dans le jeu, c'est essentiel, quoi. Vous voyez? Moi, j'ai montré... Pas seulement vouloir gagner, mais vouloir gagner contre un adversaire qui vraiment fait son possible et qui est à peu près au même niveau que vous. Si vous gagnez un jeu d'échecs contre un enfant de 6 ans, vous n'avez pas de raison d'être fier. Vous pouvez le considérer comme une leçon, etc. Mais vous pouvez pas le considérer comme un jeu au sens de, vous voyez, où il y a deux personnes à peu près de la même force qui s'efforcent de gagner. C'est ça, un vrai jeu. Mais évidemment, il y a la place pour apprendre, etc. Oui. Et justement, dans les jeux que, je ne sais pas combien de temps j'aurai, mais dans les jeux après, les jeux de lettres et de mots, j'ai conçu spécialement des systèmes d'intelligence très performants qui ne jouent pas contre le joueur, parce que le joueur n'a aucune chance contre un joueur d'intelligence artificielle avancée. Mais il peut le considérer comme un coach, comme quelqu'un qui lui apprend à jouer, à placer, à trouver des nouveaux mots et à placer ces mots de manière judicieuse. Donc, à un moment donné, on peut déterminer sa progression, sa propre progression dans le jeu, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on joue à 15% du système, à 20%, à 25%, à 30%, etc. Et on a l'impression de grandir. Comme je vous ai dit, psychologiquement, le jeu est que ce soit le jeu intellectuel ou le sport, qui est un jeu physique, ou même on dit jouer d'un instrument de musique, on emploie strictement le même terme. Vous jouez de la flûte. Le but, c'est d'arriver à une maîtrise. Vous jouez suffisamment bien que une orchestre peut vous accepter. Vous jouez suffisamment bien au hockey que vous pouvez être sélectionné dans l'équipe de votre école et peut-être plus tard dans une équipe plus sérieuse. Et vous jouez bien dans les jeux que je présente et qui sont les jeux qui sont je vous dis, c'est les jeux pour le siècle qui s'en vient. Et il y aura la même chose. Certains seront très fiers de gagner des tournois Puis on a notre jeunesse moderne là, du 21e siècle, là, les milléniaux, eux, ils jouent avec des jeux électroniques. Et oui. Il y a des jeux de collaboration où ils fabriquent un village ensemble. Oui, mais ça, c'est Catan, le jeu que j'ai montré au début. C'est que c'est Oui, justement, les jeux comme Catan et tout ça. Oui, c'est bon. Oui. Ben, Monsieur Yanta, moi, je vous offre de nous expliquer les jeux que vous avez créés. On prend une pause et après la pause, ça promet. Ben, okay. Donc nous terminons maintenant. Oui, je vais terminer en disant à mon public, donc c'est un rendez-vous dans le Club Créé très bientôt avec M. Martin Yanta Polchanski. Je pense qu'on a fait un panorama et même une intrusion dans l'autre perception qu'on pourrait avoir des jeux politiques internationaux actuellement. Et... En fait, ce que vous pouvez dire à vos auditeurs, que vous allez dévoiler l'avenir des jeux. C'est exactement ça que nous allons faire la prochaine semaine, dévoiler l'avenir des jeux, du type Monsieur Martin Yanta, merci encore une fois. Et je suis très honoré de votre invitation, merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, Geneviève, comme à l'habitude, va lancer le générique et c'est un rendez-vous. À bientôt. Nous sommes maintenant devant la place des Arts de Belleuil, qu'on appelle le Centre culturel. L'endroit où il y a une scène avec un théâtre sur lequel viennent jouer des acteurs.
Ah, je viens de dire jouer parce qu'on est dans l'émission des jeux. Et qui détermine le jeu des acteurs? C'est celui qu'on appelle pas le scénariste, le metteur en scène. Le scénariste, c'est l'histoire qui va être racontée devant tout le monde. Mais celui qui fait la mise en scène, qui dit aux acteurs comment bouger, comment parler, quelle intonation de voix, quel geste faire. La question qu'on se pose aujourd'hui dans le jeu de politique internationale du monde, qui est le scénariste? Non, qui est le metteur en scène? Il y a un scénario, d'autres parlent d'un plan, mais qui est le metteur en scène, c'est-à-dire celui qui décide que partout dans le monde, on va entendre les chefs d'État dire les mêmes phrases, dans les mêmes circonstances, ils se répètent partout, avec les mêmes termes bien souvent. C'est la grande question qu'on va se poser la semaine prochaine dans l'émission, le Vidéorandia numéro 8. Avec Martin Polchanski aujourd'hui, on a compris qu'il y avait quelque chose de plus à ajouter dans le Club Créé. Je vous invite à nous retrouver dans le Club Créé. Merci et bonne semaine. Et dans le Club Créé, nous retrouvons à la fois au mois de décembre 2021 ainsi qu'aux abonnés du mois de janvier 2022 cette rencontre avec des médecins. Ce qu'on disait en 1989 au Québec en rapport avec les problèmes qu'on connaît présentement. Pour les abonnés du mois de décembre, dans la salle du Club Créé, il y a plusieurs invités, qui nous parlent des principes de santé, et aussi 2 émissions complémentaires en 2 parties, avec plusieurs invités autour d'une table ronde sur le thème de ce qu'on disait en 1989 au Québec de l'ésotérisme. Comment définir l'ésotérisme avec des livres, avec des conférences, avec aussi des invités qui donnent eux-mêmes des conférences et des enseignements. Alors ce sont des très bonnes émissions souvenirs qui nous montrent à quel point plus ça change, plus c'est pareil. C'est intemporel, cette démarche. Et nous retrouvons pour les abonnés du mois de janvier, Jean de Flore, pour une rencontre de 73 minutes où on aborde de plein front les événements actuels et proches à venir. Surtout les dernières minutes de cette rencontre très exceptionnelle. Merci d'être abonné au Club Créé. Et un pouce par en haut, c'est toujours apprécié de la part de toute notre équipe. Au plaisir et à bientôt.